Europe 1 présente Petit stream entre amis, bonsoir. On reçoit Alex Türk, président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour le dire plus vite, la CNIL. Avec Alex Türk, on va parler de l'Internet civilisé. C'est l'expression usitée par le président de la République, de la vie privée, de l'éducation à Internet, mais également de la CNIL elle-même, de sa gestion, de sa stratégie, gestion critiquée par la Cour des comptes, de son utilité et enfin de politique un peu, puisque notre invité est aussi sénateur d'hiver droite du Nord. Pour interroger Alex Türk, Julien Martin, ravi de vous accueillir, de rue 89, et Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir. Ravi de m'accueillir aussi, j'espère. Bah, évidemment, comme toujours. Je vous rappelle le principe de Petit Stream. Vous tweetez, vous Facebookez, et on reprend vos questions dans cette émission diffusée en streaming sur europe1.fr et sur Dailymotion. Bonsoir Alex Türk. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes favorable à un Internet civilisé comme il est promis par le président de la République un jour ? C'est comme si vous demandiez si je préférais qu'il fasse un peu de soleil en ce moment plutôt que de la pluie. Je veux dire, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Le problème est de savoir comment ça peut se faire, quoi. Alors, l'invité de la semaine dernière, Jean-Jacques Urvoas, député PS, monsieur Sécurité au Parti Socialiste, il était à votre place la semaine dernière. Et grosso modo, il nous dit ça revient à faire entrer un chameau dans le chat d'une aiguille. Non, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire du G8, c'est extrêmement concret, très précis. Lorsqu'il y a eu la conférence mondiale informatique et liberté, avec toutes les CNIL, on est 45 à peu près dans le monde, ça se passait à Madrid, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de standards internationaux, c'est-à-dire des principes de protection que nous voudrions reconnus universellement. Mais bien entendu, les autorités de contrôle n'ont pas le pouvoir de décider. Donc on s'est mis d'accord là-dessus, sur le contenu, c'était déjà pas mal, je peux vous dire que ça a pris des années. La deuxième phase consiste cette fois-ci à donner une valeur juridique contraignante. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il s'agit pour nous de nous rapprocher des pouvoirs publics dans chacun de nos États pour les convaincre de cette nécessité. De ce point de vue-là, si, d'une manière ou d'une autre, à l'ordre du jour est agrafée la notion de protection des données au prochain G8 à Deauville, c'est un élément intéressant dans un dispositif comme celui-là. Un deuxième élément intéressant, le Parlement espagnol et le Parlement allemand ont voté des résolutions demandant à leur exécutif de reprendre ces standards. Et à la suite d'auditions que j'ai pu avoir à la fois au Sénat et à l'Assemblée devant plusieurs commissions, 2 résolutions vont être votées, elles ont été déposées par leur président. Ces résolutions, si elles sont votées par le Parlement, sont ensuite adressées au gouvernement, comme cela a été fait en Espagne et en Allemagne. 3 grands pays de l'Union européenne qui pourraient à ce moment-là dire, bien, ensemble, on va essayer de porter ce projet. L'objectif, c'est d'arriver à réunir une conférence intergouvernementale en 2012 pour faire en sorte que tout le monde soit à peu près d'accord sur le concept. Après, il y a un long cheminement pour aboutir à une convention internationale. Justement, sur le concept, quelle est la nuance entre l'Internet régulé et l'Internet civilisé ? On joue sur les mots ou c'est un mot choisi ? Vous savez, nous, c'est des questions beaucoup plus concrètes que ça. C'est pas de la sémantique. Le problème est simple. Le droit applicable, par exemple. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'en Europe, les consommateurs européens soient soumis à la loi américaine ? C'est tout simple comme question. Parce que ça n'est pas qu'une querelle de juristes. Ça veut dire concrètement derrière qu'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir éventuellement tel ou tel retrait d'informations qui pose problème dans leur vie privée. Eh bien, l'objectif, c'est de faire en sorte que le droit applicable en Europe, ce soit le droit européen. Les Canadiens proposent des idées intéressantes là-dessus. Le droit américain s'applique aux États-Unis. Mais il y a une manière de dépasser tout ça, c'est de dire qu'une convention internationale ferait en sorte que tous les pays tendraient vers un niveau de protection qui serait à peu près au même niveau. Et si possible, au niveau du protection européen qui est le plus élevé dans le monde. J'ai compris que la sémantique, c'était pas forcément le terrain sur lequel vous vouliez aller. Ça n'empêche que les mots ont quand même un sens et que le choix du mot civilisé, par derrière, on comprend les barbares de l'autre côté. On a eu Marc Simoncini qui était dans ce fauteuil-là et qui, assez simplement pour décrire Facebook, Google et ses mastodontes, utilisait le mot de barbare. Vous trouvez qu'on est dans le vrai ou qu'on est dans la formule ? Bien sûr que non. Je veux dire, parler de barbare, ça n'a pas de sens. Je dis simplement que ces grandes sociétés, ces grands groupes doivent admettre l'idée qu'à un moment donné, il faut essayer d'équilibrer le rapport entre
le consommateur, l'internaute, l'utilisateur, l'usager, comme vous voulez, et puis la structure elle-même. Donc nous, l'objectif qu'on poursuit, c'est pas de séparer les civilisés des barbares, c'est tout simplement de dire, eh bien, faisons en sorte que, à un moment donné, on ramène ça à des considérations bien connues, le droit de la consommation, des droits et des devoirs pour chacun, c'est tout simple. Julien Martin, rue 89. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux et un petit peu vain de réclamer un Internet civilisé ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réussir à réguler tout ce qui se passe sur Internet ? C'est un peu comme si on demandait d'avoir des conversations civilisées dans la rue. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet difficile et loin. Alors, vous savez, parfois, quand j'explique cette idée d'aller vers une convention internationale, je ne me fais pas d'illusions. C'est quoi ? 10, 15, 20 ans ? Et d'ici là, les technologies qui m'inquiètent le plus, qui ne sont pas forcément Internet d'ailleurs au passage, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, se seront tellement développées que de toute façon la question ne se posera plus. Alors face à ça, vous avez deux façons de réagir. Il y a celui qui dit ça va être tellement long que c'est pas la peine de le faire, et celui qui dit ça va être tellement long qu'il faut se dépêcher. Je suis plutôt dans la seconde catégorie. Vous parlez d'abord aux professionnels plus qu'aux particuliers ? Non, je parle d'abord aux particuliers, parce que moi, ce que je vois tous les jours sont des particuliers, c'est pas seulement des professionnels. Lorsque je me rends dans telle ou telle région et que je rencontre les gens sur le terrain, ce qu'ils me disent eux, c'est qu'ils aimeraient simplement qu'il y ait un minimum de régulation pour arriver à préserver leur vie privée le plus possible. Vous avez raison, c'est pas demain matin que la civilisation s'installera définitivement. Et encore, moi, le mot, je l'utilise parce que vous le prenez vous-même, mais moi, j'utilise pas ces mots. C'est le président qui l'a choisi, nous, on oui, se fait juste voilà, les cons. non, mais je veux dire, moi, je raisonne pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que chacun puisse utiliser ces réseaux parce qu'ils sont facteurs de progrès, en termes de connaissances, d'échanges, etc. Il n'y a personne qui doute de ça. Mais en même temps, il faut respecter un certain nombre de règles de vie privée. Lorsque, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois, j'ai passé une après-midi entière avec des élèves de 4e. Quand je vois des enfants de 12, 13, 14 ans qui passent 2h30 minimum par soir seuls devant un écran. Alex Turc, on va y venir à l'éducation des enfants dans la deuxième partie de l'émission. Sur la question de la régulation, comment vous avez vécu les événements Wikileaks très, très rapidement ? Pour vous, c'est le cauchemar ou vous voyez un fait de société ? Parce que finalement, c'est un fait de société, bien entendu. Je veux dire, Wikileaks, comme toutes les nouveautés en la matière, porte les deux aspects, est ambivalent. Je veux dire, Internet est ambivalent et toute technologie est ambivalente. Et donc, en l'occurrence, Wikileaks, c'est un peu la même chose pour moi. Wikileaks, à la fois, probablement aide à ouvrir les yeux sur le plan démocratique. À d'autres moments, probablement que ça créera des situations de tension et probablement de péril. Bon, voilà, c'est les deux. Jonathan. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'idée de vie privée. David a dit qu'on y reviendra, mais je crois que quand même, il y a un sujet là-dessus. On voit Mark Zuckerberg, par exemple, 26 ans, patron de Facebook, pape de l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui. Alors lui, il le dit aussi simplement que vous dites l'inverse. Il dit la vie privée, ça n'existe pas. Je ne suis pas d'accord. Non, mais ça, j'imagine bien, sauf que ça n'empêche que ça restera le patron de Facebook, que vous soyez d'accord ou pas. Comment on fait pour trouver un langage commun, une culture commune, des valeurs communes, avec des interlocuteurs qui, visiblement, n'ont pas grand-chose en commun à la base? C'est vrai que je suis assez préoccupé. Lorsque j'étais à la conférence de Jérusalem, conférence mondiale informatique et liberté, il y a un mois, j'étais face à un certain nombre d'anglo-saxons, dont un professeur de droit américain, qui m'a expliqué que dans la ligne du raisonnement que tiennent Larry Page et Eric Schmidt, il faut abandonner l'idée d'une identité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, le raisonnement, c'est de dire, comme on ne peut plus garantir aux uns et aux autres qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, maîtriser leurs données personnelles, on doit admettre l'idée de séquence d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, je m'appelle Jean Tartampion, et au bout de 7 ou 8 ans, je déclare ce qu'ils appellent maintenant la banqueroute de réputation. Donc, je déclare la banqueroute de réputation, c'est-à-dire qu'en fait, je déclare la faillite de mon identité, j'en prends une autre. C'est une conception anglo-saxonne, qui peut se concevoir, qui repose sur une philosophie de bien marchand. Moi, je pense que l'identité, ça n'est pas seulement ce qui est écrit dans l'état civil. L'identité, je pense que c'est quelque chose qui est consubstantiel à ma liberté fondamentale, dans laquelle je place l'intimité et l'identité. Je tiens à mon identité, pas parce que je tiens à mon nom turc plutôt qu'autre chose, mais je me réfère par rapport à ça, et je ne vois pas de raison, parce que les technologies se développent, d'y renoncer. Quant à Zuckerberg, effectivement, quand il nous explique que la norme sociale aujourd'hui, c'est d'accepter l'idée d'un abaissement de la protection de la vie privée, je dis non. Je dis au contraire que nous devons maintenir nos droits fondamentaux et qu'il nous appartient de maîtriser la technologie. Julien Martin. Je reviens à l'idée de
difficulté de réguler donc avec des règles Internet, est-ce que c'est pas plutôt simplement une évolution de la société et attendre que ça se régule comme toutes les évolutions de la société, soit une régulation de la société par elle-même. Les gens vont s'apercevoir il ne fait pas bon mettre ses données personnelles sur Internet, il ne fait pas bon dévoiler celles des autres parce qu'on peut aussi dévoiler les nôtres. Et voilà, est-ce qu'on ne peut pas plutôt parier sur ça? Je rêverais que vous ayez raison. Mais ça nous ramène à des cours de philo de terminale, ça. Hein. Je rêverais que vous ayez raison. Mais le problème, c'est qu'il y a les années qui passent et il y a des jeunes qui doivent apprendre, qui doivent avoir une certaine pédagogie. Moi, je ne suis pas non plus pour diaboliser le système. Vous prenez un cours en primaire, un cours au collège sur ce sujet? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je pense que comme, au fond, toutes ces catégories de jeunes d'aujourd'hui ont de l'informatique au bout des doigts, chez eux, c'est naturel, c'est spontané. Les Internet natives. Oui, voilà, et encore les plus jeunes même. Ouais. Je pense que... Alors, l'idée pour moi, c'est, comment dirais-je, colorer l'ensemble de l'éducation. C'est-à-dire que la préoccupation de la protection de nos données, de notre vie privée, etc., doit être présente un peu partout. Il faut former les professeurs, à ça. Pas créer, si vous voulez, un modèle identifié en disant c'est là que je parle de l'informatique et liberté. Ça correspondrait à la vieille instruction civique. Je ne crois pas que ça puisse marcher. Alex Türk, on a vu dans la révolution tunisienne que des sauvages de l'Internet avaient attaqué les institutions web tunisiennes, les sites Internet tunisiens. Et dans le même temps, on a appris ce week-end que Ben Ali, régulant son propre Internet national, avait lui-même tenté de pirater Facebook. Donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que dans cette révolution, on a vu les autorités établies tenter de hacker Facebook et les sauvages, ceux dont on a peur, ceux qui ne veulent pas de la régulation, venir au secours de la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je crois que ce sont des paradoxes qui sont inhérents au système. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'était ambivalent. Je veux dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas porter un jugement de valeur en disant c'est bien ou c'est mal. C'est quelque chose qui est désormais entré dans nos mœurs, dans notre mode de vie, dans notre société. Le développement du smartphone, par exemple, va encore singulièrement élargir ces dispositifs. Donc je suis bien conscient qu'on entre dans une société nouvelle dont je crois nous ne connaissons ni le rythme, ni le sens, ni l'orientation. C'est à la fois passionnant et en même temps vertigineux. Alors un tweet de Jali, puisque les internautes vous écoutent et nous regardent. Jali dit « Et les problèmes liés au téléphone, spam, SMS, appels commerciaux des opérateurs et appels automatiques malgré la liste rouge ». C'est-à-dire qu'il appartient de protéger le citoyen non seulement d'intrusion dans sa vie privée, mais aussi d'intrusion commerciale. Vous savez, ça c'est très juste ce qui est dit là, parce que parfois avec notre équipe à la CNIL, on est en train d'évoquer tous les sujets dont on parle maintenant, on travaille là-dessus, etc. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit « Oui, enfin, il n'empêche qu'il y a encore des spams. » quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que ça ramène un peu... et c'est vrai, c'est une réalité. C'est même 95% du trafic des mails. Bien sûr. Donc il y a d'abord des spams et aussi des mails. Voilà. Or là, c'est largement lié au hiatus existant entre le droit américain et le droit européen. Donc on retombe toujours sur le même problème. Ce que je crains fondamentalement... Mais c'est vrai dans le domaine commercial, c'est vrai dans le domaine... c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et on a l'impression que des G20 de l'Internet, il y en a eu sur tellement d'autres sujets pour un constat qui est sûrement de petits progrès qui satisferont les optimistes dont vous faites partie. Mais globalement, un constat d'échec qui est assez navrant pour les populations. Qu'est-ce qui fait que sur l'Internet, tout d'un coup, les États qui se mettent autour d'une table deviendraient efficaces? Je suis un pessimiste actif. Hein. Je ne suis pas un optimiste. Ou un optimiste... Je ne surestime pas l'impact du fait que ce soit intégré dans l'ordre du jour d'un G20 ou d'un G8. Je pense simplement que c'est mieux que ce ne soit pas. Bien. Vous savez, on avance comme ça petit à petit. Donc, je ne prétends pas que tout va se régler instantanément. Mais je pense qu'il faut quand même se mettre au travail dès maintenant. Parce que mon inquiétude, elle est simple. Moi, je pense qu'actuellement, le gouvernement américain est en train de se dire, bon, grosso modo, nos grandes sociétés ont établi le monopole. Maintenant, on peut peut-être commencer à discuter avec les Européens d'une réglementation. Alex Türk, dans les critiques qu'il formule contre la LOPSI ou contre l'ADOPI, il y a déjà quelques mois, les internautes disent les technologies utilisées dans le cadre de ces deux lois, notamment de filtrage, sont des technologies liberticides. Qu'est-ce que vous en dites ? Sur Adopi, je suis toujours mal à l'aise. Pas parce que... Alors ça, c'est pas parce que vous avez voté pour. Alors, j'étais sûr. Il y a eu tout un débat. Mais oui, mais c'est une absurdité totale. Pourquoi ? D'abord, Adopi ? Comment ?
L'Hadopi est une absoluté Non. totale ou le débat Mais non, on est toujours en train de me dire ah oui, Turc, il a voté pour, mais à la CNIL. C'est pire que les pleins pouvoirs à Pétain. Attendez, Hein. à la CNIL, je préside une autorité de 17 membres. À un moment donné, on vote. Je ne suis pas forcément d'accord avec la majorité, mais j'applique. Oui, mais quand vous votez en tant que sénateur, c'est juste vous que ça engage, mais vous êtes toujours patron de la CNIL. Oui. Donc mais ça engage la CNIL aussi. Non, parce Bah, que de fait. non, parce que j'ai dit très clairement que sur ce point précis, effectivement, j'avais gardé une liberté de vote. Et pourquoi ? Parce que je fais partie de ceux qui osent reconnaître qu'ils sont extraordinairement mal à l'aise sur ce sujet. Mais est-ce que le président de la CNIL J'étais- doit avoir un mandat politique? J'étais tiraillé. On va y venir après, Ouais. puisque je vois que vous y tenez. Donc, Vous aussi, vous y tenez. Bah, non, j'étais- c'est pas que j'y tiens, mais vous voyez bien que Non, mais là, attendez, on est dans une mélangeons partie pas de des l'émission sujets. où la question se pose. J'étais tiraillé entre les deux parce que je suis de ceux, moi, qui admirent ceux qui ont été capables de dire qu'il fallait dire blanc ou noir sur l'Hadopi. Moi, j'ai des doutes dans les deux sens. Voilà. Donc ça s'est exprimé de cette manière-là au moment du vote que je ne cache pas. Vous auriez pu vous abstenir, donc Comment c'est ce qu'on peut comprendre. Oui, vous seriez en train de me dire à l'instant que j'ai manqué de courage. Ah, mais on trouve toujours des questions idiotes à vous poser, ça je vous confirme. Non, là je parle pas de questions, Mais je ça parle n'empêche qu'il d'affirmation. y avait un problème de fond. Après, peut-être que vous allez l'évacuer. Il se trouve qu'à la CNIL, vous récusez le fait que la CNIL donne des avis favorables ou défavorables. Il y a toute une bataille sémantique sur le web pour savoir si c'est vrai ou pas. Visiblement, on peut quand même comprendre la tonalité du travail de la CNIL. La CNIL a posé énormément de questions sur Oui. la façon dont l'Hadopi Et allait j'y se ai mettre en place. participé largement. Vous y avez participé. Et à l'arrivée, en tant que sénateur et patron de la CNIL, on a l'impression que tout ça est balayé par le blanc-seing que vous donnez par votre vote. Écoutez, Ça vous plaît pas, je sais, mais c'est quand même une mais réalité. non, c'est pas ça. Je vous signalerai simplement qu'en 7 ans, c'est arrivé une fois. J'aurais mieux fait de le faire souvent, vous en parleriez moins. Donc, en 7 ans, Prenez pas le risque quand même. en 7 ans, une fois, je me suis trouvé très hésitant sur un sujet. Parce que j'ai discuté avec les uns et les autres. Et encore aujourd'hui, je flotte sur ce sujet-là. Bon, voilà. Alors, j'ai voté d'une certaine manière. Parce qu'au bout du compte, je me suis dit, non, je vais quand même voter dans ce sens-là. Mais j'ai participé au débat au sein de la CNIL. Et finalement, j'applique la décision collective qui a été prise. Ça ne me gêne pas qu'on le ressorte systématiquement. Mais c'est quand même systématique. Non, mais ça vous permet de le réexpliquer comme ça. Oui. C'est la pédagogie dont vous faites œuvre tous les jours. Ah ben, je le réexplique toutes Allez, les semaines. Julien Martin. Vous faites partie donc de ceux qui ont voté oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont voté oui parce que ça a envoyé un signal positif selon vous contre ceux qui pirataient sur Internet, mais en même temps qui considèrent que la loi Hadopi est déjà obsolète parce qu'on sait très bien qu'en matière de téléchargement, elle est techniquement et technologiquement assez inefficace, notamment par le streaming qui connaît une croissance exponentielle C'est vrai à que côté. non, mais c'est pour ça, je veux dire, je reconnais, évidemment, je me serais abstenu, tout le monde aurait pu dire, ah, non, bon, voilà, c'est ainsi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui reste extrêmement complexe, qui n'est pas totalement réglé, j'en suis conscient. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que c'est un des rares cas où à la CNIL, il y a presque jamais de problème d'opposition au sein de la CNIL. Je vous rappelle pourtant qu'il y a vraiment un partage droite-gauche, contrairement à ce que croient les uns les autres. Parce que moi, j'ai connu la CNIL quand on était 15 de gauche et 2 de droite. Donc, je peux vous dire, je peux juger de ça. C'est plus confortable aujourd'hui Comment ? C'est plus confortable aujourd'hui Non, puisqu'on m'accuse d'être trop indépendant. Certains disent que c'est parce que je suis trop indépendant que j'ai quelques problèmes en ce moment. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Donc, dans cette affaire, il y a eu une particularité, c'est que je crois que les 17 étaient tous partagés. Vous voyez, c'est pas 7 contre 10 ou un truc dans ce goût-là, on était tous partagés. Dans quel sens aller ? Voilà, parce que c'est un sujet extraordinairement complexe. Voilà. Alex Turc, sur les questions de vie privée, d'anonymat sur Internet, on a une question de Gecko Hopman qui nous dit, est-ce que vous êtes favorable à l'anonymat des blogueurs ou pas ? Non. Je pense qu'il y a un problème de responsabilité. Moi, je rencontre énormément d'enseignants. À l'origine, je suis tout de même prof de fac, donc c'est un milieu qui m'intéresse. Eh bien, je peux vous dire que je vois aujourd'hui des enseignants, notamment du secondaire, qui sont dans des situations catastrophiques sur le plan personnel. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi rappeler un certain nombre de règles de droit. Ça peut vous paraître ringard ou vieux schnock de le dire, mais je pense fondamentalement, par exemple, que quand un prof, j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps, est traîné dans la boue par ses élèves, c'est pas acceptable. Voilà, je le dis. Mais les lois existent sur ces sujets-là. Les lois existent sur ces sujets-là. Oui, mais la difficulté... Il faut simplement qu'elles soient appliquées, mais c'est pas une question de réglementation ou de nouveau texte. Bien sûr que c'est une non. question d'application de la loi. Mais c'est difficile de les appliquer dans cette circonstance-là, technologiquement, si j'ose dire. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut quand même rappeler aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, qu'on doit quand même être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, quoi. On va venir à l'action d'éducation de la CNIL dans un instant.
Europe 1 présente Petit stream entre amis reçoit Alex Türk, président de la CNIL, dont c'était un peu la journée aujourd'hui quand même. Vous avez dû aller sur pas mal de radios pour parler Non. des critiques de la Cour des comptes. Non, j'ai été sur France Info ce matin et là maintenant. Bon, je ne vais pas en parler des heures parce qu'on est sur une situation provisoire. Bon, c'est toujours une situation gênante. Je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. La Cour des comptes vous reproche à la CNIL des questions de rémunération, des questions de stratégie, que les salariés ne sauraient pas trop quelle est la stratégie de la CNIL, et puis des histoires de rémunération, comme quoi les salariés de la CNIL ont une masse salariale qui a un peu trop augmenté. Je vais faire simple et court en Voilà. 3 mots. Sur le problème de la stratégie, je publie chez Odile Jacob un livre de 220 pages, rien que sur la stratégie, dans 3 semaines, un mois. Mais ça informe les administrés ou vos concitoyens. Non. Les salariés de la CNIL. Non, ça veut dire que si on m'avait posé toutes les questions, j'y aurais répondu. Qui peut croire aujourd'hui qu'il n'y a pas de stratégie à la CNIL ? Tout le monde reconnaît qu'en La Cour des 7 ans, comptes. à part ça, en 7 ans, elle s'est totalement transformée, la CNIL. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Dire qu'il n'y a pas de stratégie, bon, ben voilà. Bon, La question des rémunérations. alors la question des rémunérations, c'est très simple. Les textes aujourd'hui applicables datent de 85-99. Ça concerne le président, les vice-présidents, les commissaires et même, hélas, les remboursements de frais du personnel, ce qui pose une difficulté. Donc voilà, moi j'en ai tiré les conséquences parce que moi je suis ordonnateur, je suis dans un cas particulier, je suis le président. Donc on m'a dit, vous aviez un trop perçu. Avec l'accord du comptable du Premier ministre. Je n'ai pas fait ça comme ça clandestinement. Bon, Un trop perçu pour vous ou pour l'ensemble des salariés? Il y avait une mauvaise base juridique au complément d'indemnité que j'avais. Et juste qu'on ne croit pas que c'est 200 euros. On parle de 51 000 euros quand même. Attendez. Non, juste pour situer. Non, c'est 51 000 euros en 3 ans Oui, bien sûr. que j'ai remboursé. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est des choses que vous avez déjà déclarées, donc il n'y J'ai a pas de fait un polémique chèque. là-dessus. C'est juste pour situer. Je rembourse. Cet après-midi, on me racontait que le président de la CNIL, en 91, avait une indemnité supérieure de 20% à la mienne aujourd'hui. Je vais vous dire que... Est-ce qu'il était sénateur aussi? Et- Attendez qu'on il comprenne juste. Vous avez donc reversé 51 000 euros parce qu'on vous a indiqué une mauvaise base juridique et que vous êtes basé sur cette mauvaise base. Bah oui, non, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que lorsqu'on a réétudié l'ensemble des vacations des commissaires, du président et des vice-présidents, on s'est fondé tout sur le fait qu'avec l'accord du comptable de Matignon, on pensait que c'était C'est le comptable de Matignon qui avait donné son accord à ce principe-là. qui est responsable alors de cette erreur. Bien sûr qu'il est responsable aussi. Et donc on avait raisonné comme ça, ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Bon, parfois c'est une lettre d'un ministre, parfois c'est un décret. Bon, après on me dit maintenant, c'était pas la bonne base juridique, vous auriez dû faire autrement. Je vous fais observer qu'évidemment, mon honnêteté à titre personnel n'est pas en cause. Non, mais nous, en tout cas, on n'est pas parti sur ce Non, mais je registre-là. veux dire, c'est important quand même de le signaler. Bon, donc qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, on dit il y a un trop perçu. Je rembourse. Ça ne me fait pas plaisir parce que j'ai bossé comme un dadais depuis 7 ans. Cette indemnité, je l'ai depuis 2 ans et demi. Donc j'ai bossé comme un damné. Je rembourse. Voilà. Mais vous En trouvez revanche, ça humiliant ou désagréable? C'est humiliant, Oui, bien on sûr. sent Bah ça. oui, hein. bien sûr, c'est humiliant. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, simplement, je trouve qu'on ne doit pas ensuite poser le problème au commissaire et surtout au personnel. Bon, voilà, maintenant j'espère que la Cour m'entendra. Le personnel est quand même, je veux dire, non pas redevable, mais le personnel, lui, a fait le boulot. L'idée, c'est que vous soyez le seul à faire la démarche de rembourser ce trop-plein. C'est ce que vous demandez, ce trop-perçu. Oui, C'est ça, hein. moi je le fais parce que je suis ordonnateur, Ouais. j'ai une responsabilité spéciale, bon d'accord, mais je pense j'espère que la Cour s'arrêtera là, j'ai bon espoir, parce qu'on a quand même apporté des réponses, on a fait un rapport de 80 pages, nous, en réponse, dans lequel on explique toute la stratégie, on explique tout ça, un jour ou l'autre chacun pourra lire ce rapport, voilà. Vous savez, au fond de moi, je me sens très bien, mais effectivement c'est difficile, c'est dur et c'est humiliant de se faire accrocher là-dessus alors que j'espère que tout le monde reconnaît que depuis 7 ans, je bosse comme un Et vous dadais. êtes tout à fait. Juste pour finir cette question-là, vous avez utilisé plusieurs fois l'argument de dire le patron du CSA, le patron de l'autorité des marchés financiers C'est ça. ont des fonctions plus ou moins équivalentes dans des domaines différents et sont mieux payés que moi. Vous avez le sentiment que patron de la CNIL, c'est sous-payé par rapport au boulot que vous effectuez avec Bah, vos C'est c'est requêtes parlementaire à côté, il faut le Attendez, préciser. Bien sûr, On mais va, vous on va savez, y revenir. avec en plus mon activité parlementaire, je suis encore en dessous, hein, si ça peut vous rassurer. Donc, c'est simple, hein, moi je vais 39 000 euros par an,
Et vous avez pu voir que certains patrons d'autorité ont 300 000, d'autres 180. Ah, c'est à vous de juger. Vous pensez que c'est une façon de montrer le peu non, de... mais non, c'est pas C'est un ça. manque de respect pour la CNIL ou Mais pas, ou non, c'est simplement une erreur administrative? Mais non, c'est simplement, si vous voulez, que quand vous êtes mis en cause comme ça, Ouais. moi j'ai jamais pensé que ça m'arriverait. Un jour, il y a un directeur financier qui n'est plus à la CNIL, qui était d'ailleurs un excellent collaborateur, à qui le problème a été posé. Il a pensé que c'était la bonne formule. C'est pas moi qui ai réglé ça. Hein. Il a pensé que c'était la bonne formule parce qu'il y avait l'accord du comptable de Matignon. Et puis 3 ans après, on nous dit que c'est pas le cas. Je le regrette. Je me sens en porte-à-faux. Je me sens vulnérable. Alors, C'est désagréable à vivre, bien sûr. dans ce rapport, Monsieur Turc, il est aussi précisé que justement, je cite, contrairement, alors, le rapport de la Cour des comptes qui est provisoire, voilà, il n'y a pas vos réponses dedans, contrairement à l'information donnée au Parlement, vous avez pris l'initiative de vous attribuer des indemnités forfaitaires par séance. Est-ce que vous n'aviez pas informé le Parlement de ces indemnités forfaitaires? Mais non, mais je veux dire, on n'a pas informé le Parlement. La CNIL a son budget, elle est une autorité indépendante. On doit informer le Parlement des activités et des revenus qu'on a par ailleurs. Bien sûr, mais là, je veux dire, le Parlement, évidemment qu'il est au courant, puisque l'indemnité était publique. On parle juste effectivement de cette prime complémentaire qui représentait, je crois, 1800 euros par mois. 1600 ou 1700 euros par mois. Voilà. Bon, c'était l'indemnité complémentaire qui était donnée. Je vous fais observer que même avec celle-là, évidemment, j'étais encore très loin derrière les autres. Vous l'aviez caché au Parlement? Bien sûr que non, je n'ai rien caché du tout. Simplement, moi, je déclare mes impôts. Il y a le comptable de Matignon qui enregistre tout ça. Donc je veux dire, je n'ai pas eu de volonté délibérée de cacher quoi que ce soit. Alex Turc, quelle est la stratégie de la CNIL alors? La stratégie de la CNIL, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le fait de dire que la CNIL applique la loi, on l'oublie un peu souvent, et que notamment une grande partie de notre activité est liée à la demande de l'usager. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous demande d'accéder au stick, vous ne commencez pas à dire est-ce que c'est ma stratégie ou pas, c'est la loi, je fais. Après, par exemple, les autorisations en matière de biométrie, les déclarations, 70 000 dossiers par an. Bon, déjà, une première partie de l'activité, c'est la réponse à la demande de l'usager. Deuxièmement, c'est la stratégie qu'on met en place pour essayer d'être apte à faire face aux nouvelles technologies. Par exemple, on vient de créer, début janvier, une nouvelle direction de l'expertise et surtout de l'innovation, de la veille technologique. On crée un laboratoire de recherche à l'intérieur de la CNIL. On donne un budget autonome à cette direction nouvelle pour qu'elle puisse lancer des études extérieures dans le domaine technologique. Mais on est équipé maintenant. On a quand même une dizaine d'ingénieurs de haut niveau qui n'existaient pas il y a 6 ou 7 ans. Et vous menez des actions pédagogiques dans les écoles. On en a beaucoup fait un gros entendu travail parler pédagogique cet hiver. Donc, écoutez, c'est simple. Moi, je pense que les 3 réponses aux problèmes qu'on a posés tout à l'heure sont l'une technologique. Comment la technologie peut juguler les effets néfastes de la technologie. 2 juridiques, on en a parlé tout à l'heure. 3 pédagogiques. La stratégie que nous développons, elle tourne autour de ça, tout simplement. Une dernière question et ensuite je vous laisse entre les mains de Julien et de Jonathan. On a vu que le président de la République veut créer un Conseil supérieur du numérique. On a vu le Forum des droits sur l'Internet disparaître cet hiver. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement d'institutions qui font que la lisibilité de la stratégie numérique publique est justement un peu flou? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Est-ce qu'on peut imaginer que vous rejoigniez, vous aussi, une autorité du numérique? Non, c'est impossible. Ouais. Bon, et c'est impossible d'ailleurs juridiquement, à cause de considérations liées au droit européen. Mais non, les choses sont très simples. Je veux dire qu'on crée un conseil du numérique, c'est très bien, c'est une très bonne chose. La CNIL continue à faire son travail elle-même de manière indépendante par rapport à ce Vous conseil. n'avez pas le sentiment qu'on vous déborde un peu sur les côtés quand même? On a l'impression que autant vous étiez au centre du jeu, totalement légitime et la seule autorité connue du grand public pendant des années. Vous êtes sûr de ça? Non, je vous pose une question, moi je suis sûr de rien, sinon je vous poserai pas de question. Mais j'entendais sans arrêt vos confrères m'expliquer que la CNIL ont payé. J'entendais ça à longueur de journée. Non, mais et moi je vous entendais à longueur de fois visible. expliquer que vous travaillez d'arrache-pied et que vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Les moyens, c'est simple. On était 70 quand je suis arrivé à la présidence, on est 160. Et je crois qu'on a développé beaucoup d'actions nouvelles. Donc voilà, c'est ça le boulot. Mais vous trouvez que vous avez, parce que ce qu'on reproche souvent à ce type d'organisation, c'est non pas sa bonne volonté et son travail, mais c'est son incapacité à être coercitif, c'est-à-dire à taper du poing sur la table et à dire maintenant c'est comme ça. On prend des sanctions, alors vous pouvez les juger trop faibles, enfin on prend des centaines de sanctions par an, certaines financières, des avertissements, des mises en demeure, et on obtient progressivement, et c'est le côté pédagogique de la sanction, on obtient progressivement des évolutions. C'est-à-dire les gens rentrent dans les clous, c'est ça aussi notre boulot. Alors justement, question sur Twitter de The New Deal. Qu'en est-il du fichier de la police TIC que la CNIL avait qualifié de dangereux en pointant de nombreux dysfonctionnements? Alors, comme on l'a toujours dit, on avait fait un contrôle, on a dit qu'on le referait, donc on refera bientôt effectivement un contrôle du STIC.
Pour l'instant, on a obtenu un certain nombre de choses, c'est-à-dire le fait que dans les ministères, au ministère de l'Intérieur, ils ont repris un texte pour essayer de véritablement encadrer complètement l'utilisation faite par les 100 000 personnes, officiers de police judiciaire, qui accèdent au système. Et du côté de la justice, j'ai encore eu un contact très récent, on pousse pour faire en sorte que les questions technologiques et d'effectifs soient résolues, puisque vous aviez compris à l'époque qu'on était sur 2 sujets différents. Donc on n'a pas du tout lâché sur ce point. Au passage d'ailleurs, l'un des problèmes que vous évoquez tout à l'heure, pourquoi j'avais dû changer les choses là, parler de la Cour des comptes, parce que ça permettait de payer les magistrats membres de la CNIL qui font les contrôles d'accès indirect du STIC. Oui, enfin ça, il y avait plein de je fois. Vous auriez pu peux vous poser le dire- problème simplement. Et peut-être je que peux la- vous dire que je peux vous dire que à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus les financer telles quelles, parce qu'il y avait 300 contrôles par an. Quand je suis arrivé à la présidence, on en est à 3000 et que financièrement parlant, il y a des effets de seuil qui fait qu'on ne pouvait plus continuer à régler cela. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais pris les mesures dont on parlait tout à l'heure. Non mais Ah, bien sûr, c'est j'ai- utile de le signaler. Julien Martin. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Turc, certains disent que c'est parce que je suis trop indépendant que j'ai quelques problèmes aujourd'hui. J'arrive à me relire. Et Jonathan, C'est pas gagné. hein. et Jonathan, Miraculeux. Jonathan, vous avez remarqué à l'instant aussi que on avait l'impression que la CNIL pouvait se faire déborder. Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut faire disparaître la CNIL comme on a fait disparaître la HALD fondue dans les défenseurs Bien sûr, des bien sûr droits? que non. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que dans le texte, les choses sont très claires. Jamais il n'a été question d'intégrer la CNIL dans le périmètre du défenseur. Donc la question ne se pose absolument Alors il y a un amendement qui vient de passer, quand on passe d'être adopté par le Parlement, qui dispose que le président de la CNIL ne peut plus être parlementaire. Vous vous sentez visé? Alors, En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. il paraît. d'abord, c'est faux. Ah. C'est faux. Bon. Laissez-moi. Mais on laissez-moi va dire entendre les votre choses. vraie réponse là maintenant, live. Je vais vous la donner. Première remarque, ce que vous dites est inexact puisque le texte a été rejeté ce matin C'est vrai. à la commission des lois du Sénat. Donc, vous Deuxième êtes remarque, dire que je qui contre, c'est faux puisque je dis publiquement à l'instant que je comprends effectivement objectivement l'intérêt. Je m'explique. S'il s'agissait de dire que les parlementaires membres de la CNIL ne pourraient pas devenir présidents, je serais absolument contre, parce qu'après tout, il y a 17 membres, pourquoi les magistrats le pourraient-ils et pas les parlementaires? Il n'y a pas de raison. Ce serait faire des sous-membres. Bien. En revanche, s'il s'agit de dire que désormais, la CNIL, la présidence de la CNIL est un emploi à plein temps, et c'est d'ailleurs C'est ce que vous avez. Ouais. lié au problème dont on a parlé à Mmh. propos de la Cour des comptes. C'était bien ça la difficulté. Alors je reconnais que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui je consacre l'immense majorité de mon temps à la CNIL. Quand j'ai commencé, on m'avait dit la CNIL pour le président c'est 1 jour et demi par semaine. J'ai vite compris que si on voulait vraiment présider la CNIL, c'était quoi, 4-5 jours par semaine. Ce que je Pourquoi fais ne pas aujourd'hui. démissionner aujourd'hui de votre mandat de sénateur? Alors, attendez. Donc, on est arrivé à aujourd'hui. Ce texte a été pris à l'Assemblée. Il a été rejeté au Sénat. Il va aboutir à quoi? Ça ne concerne pas seulement les parlementaires. Le texte prévoit que celui qui devient président de la CNIL doit démissionner de la fonction qu'il occupe. Alors, ça peut être pour un magistrat, une personnalité qualifiée, qui peut être avocate ou universitaire, ou un parlementaire. À ce moment-là, chacun devra se déterminer en fonction de ça. Donc ça veut dire concrètement que j'aurai à choisir le moment venu. Le 25 septembre prochain, mon mandat s'arrête, en même temps que mon mandat de sénateur. J'aurai présidé la CNIL pendant 8 ans. J'aurai à me poser la question de savoir ce que je veux faire, si on me fait confiance pour me réélire, etc. Enfin, il y a encore beaucoup de Vous n'y conditions. voyez pas de tacle, du gouvernement? Non. Non. Je ne crois pas. Je ne vois pas non plus. Je vais vous dire, je me suis beaucoup posé cette question. Parce que, vous savez, être dans la position où je suis, je ne m'avais jamais envisagé que ça puisse m'arriver. C'est extraordinairement désagréable sur le plan personnel. C'est dur, très dur, alors que je me sens parfaitement à l'aise vis-à-vis de cette affaire, puisqu'après tout, je veux dire, personne ne m'accuse d'avoir piqué dans la caisse, à ce que je sache. Donc, de ce point de vue-là, j'étais absolument tranquille. Donc, j'ai été pris au plexus, parce que je ne m'y attendais pas. Donc, je me suis posé les questions que vous posez à l'instant. Je pense qu'il n'y a pas de volonté délibérée de la Cour des comptes, pas de volonté délibérée du gouvernement. Le Mais rapport a quand même fuité. Mais que tout cela, comme celui de la HALD et d'autres encore, effectivement, j'aurais préféré... Mais la HALD, qu'il on a fuite. vu ce que ça a donné, ça disparaît. Voilà. Il fuite, c'est ainsi. Bon. Néanmoins, je veux dire, il y a une conjonction qui me pose problème aujourd'hui,
mais je n'en déduis pas qu'il y a complot ou une organisation derrière tout ça. Est-ce que tout ça mérite pas une clarification, un peu comme au CSA par exemple, où les journalistes qui sont nommés au CSA, ils arrêtent d'être journalistes pendant un temps, ils ont la rémunération qui va avec, et puis sauf Rachid Arabe et Françoise Laborde, visiblement. Oui, Pour un contrat à France Télévisions, ce qui fait rire beaucoup de journalistes depuis quelques années. Oui, mais enfin, ils se mettent entre parenthèses, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas séparer complètement Oui, mais vous savez, ce que vous dites est vrai, mais ça n'est vrai que depuis peu de temps. Parce qu'il y a 6 ou 7 ans, ça ne se justifiait pas. Mais la CNIL étant devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ça devient avec vrai. la question En fait, des conflits vous d'intérêts. avez trop bien travaillé. Vous avez tellement travaillé qu'aujourd'hui ces questions se posent. Mais c'est exactement C'est ça, ce qui hein. m'a été dit par mes collègues. Non, je ne dirais pas ça. Là, je vous dis ça sans malice. Mes collègues me disent, tu as incontestablement développé la CNIL d'une manière telle qu'aujourd'hui, on vient te dire, c'est devenu un truc à plein temps. Et je ne peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on vient vous dire que c'est un truc à plein temps ou est-ce qu'on vient vous dire que vous devenez une espèce de contre-pouvoir et que c'est gênant? Non, on me dit que c'est un truc à plein temps. Alors peut-être que les gens me disent ça, ils pensent autre chose. Bon, Souvent. c'est possible. Mais bon, voilà, je veux dire, moi, je fais avec, comme l'on dit, ça ne me fait pas de difficultés majeures. Dès l'instant où je ne suis pas en cause à titre personnel, le reste après... Allez, on passe à la dernière partie, on va parler de politique. Europe 1 présente On a 5 minutes car vous devez prendre un train. Alex Türk, président de la CNIL et invité de Petit Stream entre amis. Julien Martin avait une question. Monsieur Turc, je vais vous avouer, en fait, ça fait 3-4 semaines que je vous piste. J'arrive pas à vous contacter. J'ai une barrière à la CNIL. Et puis, effectivement, vous êtes plus souvent à la CNIL qu'au Sénat. Le 14 octobre dernier, vous avez publié un rapport préliminaire, la CNIL, sur la présence ou non de fichiers ethniques, de fichiers roms au sein de la gendarmerie nationale. C'est un rapport préliminaire, vous le précisiez. Vous avez fait des contrôles le 8 et 12 octobre. Le 14, le rapport préliminaire sort. Et vous dites que vous étiez, au moment du rapport préliminaire, en train d'effectuer d'autres contrôles. Depuis, Le Monde et Rue 89 notamment ont sorti des preuves d'existence de fichiers ethniques au sein de la gendarmerie. Et on ne voit pas de rapport définitif arriver. Qu'en est-il ? Alors, il va sortir effectivement, mais quelle preuve vous dites ? Parce que je vous rappelle quand même qu'on a constaté, nous, qu'il y avait eu quelque chose de bizarre dans le document et que ça venait pas de la gendarmerie. D'accord, regardez, c'est un fichier ROM de la gendarmerie. Non, parce que justement, ce fichier-là a été examiné par nos experts et ils ont de forts doutes sur la réalité de ce fichier. Et si vous ne me croyez pas, je vous mets au défi de vous rendre rencontrer nos ingénieurs à la CNIL quand vous voulez. Moi, je vous mets au défi de rencontrer les gendarmes de la brigade en question qui m'ont montré ce document. Qui sont des vrais gendarmes. Je suis venu à la CNIL. Attendez, pas tous en même temps. Je suis venu à la CNIL avec ce programme. J'ai été reçu en à peu près 12 minutes. C'est facile de dire ça. Je veux dire, moi, je suis président de la CNIL. Oui, mais c'est facile. Excusez-moi, j'ai demandé à vous voir. J'ai demandé à vous avoir au téléphone aussi. Oui, et ça fait 3 semaines que j'ai un barrage au niveau de la communication. Oui, c'est facile de dire je suis venu à la CNIL et j'ai pas pu vous voir. Je le vois d'ailleurs à votre air haineux. Mais bon, sachez que moi, je ne savais même pas que vous étiez venu pour me voir. Que c'est pas parce que vous allez me balancer ça sur la table à l'instant même. Je l'ai pas balancé sur la table à l'instant même. Une photocopie toute noire. Une photocopie toute noire que ça m'impressionne. Je veux dire, c'est des pièges que j'ai vécu pendant des années, ce que vous faites là. Alors, si vous avez vraiment le sentiment... J'ai publié cet article et je suis venu avant la publication. Julien Martin, laissez répondre notre invité, mais venez donc à la CNIL. Venez donc à la CNIL pour voir, pour rencontrer les ingénieurs qui ont examiné l'ensemble du dossier. Je ne demande que ça. Et ils étudieront ça avec vous. Alex Türk, l'invitation est lancée par le président de la CNIL à Julien Martin de Rue 89, qui pourra consulter des experts plus que 12 minutes. Mais vous savez, c'est ce genre de technique, je suis habitué. Ce n'est pas une technique. Allez, Jonathan Boucher-Peterson. Vous nous raconterez quand même la suite de vos échanges. Non, j'ai une question qui concerne la sphère politique, notamment les primaires à gauche. Il se trouve que la CNIL a été saisie par un élu UMP de l'Hérault, qui considère qu'on est en train de mettre en place un fichier, je le prends pour moi, mais digne de la Stasi, c'est-à-dire une sorte de fichage politique de l'appartenance des uns et des autres dans différentes zones géographiques. La CNIL est saisie. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime sur cette question-là ? Alors attendez. Je sens que vous allez être très prudent.
Mais je ne veux pas être prudent. Non, mais attendez, je ne vais pas être prudent. Ah, je vous pose la question, c'est quand même. Ce dossier, nous l'avons reçu. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu plainte, je crois, de la personne en question, mais d'une autre personne. Hein. Bon. Pour l'instant, on a reçu une plainte, je crois, il y a 24 ou 48 heures. J'ai parlé de ce sujet-là avec la directrice des contrôles ce midi même. Eh ben, très bien, Alors, parlons-en. Et donc, elle prend le dossier, elle ouvre une instruction, elle va regarder. Et ensuite, on va donner une réponse. Non, parce que la défense d'Arnaud Montebourg, c'est de dire, mais bien évidemment, je ne suis pas le perdreau de l'année, j'ai consulté la CNIL, qui m'a dit, allez-y, foncez. Mais j'en ai parlé avec la directrice qui m'a dit, je regarde tout ça, et elle me fait rapport de cela. Mais vous confirmez que, pour le coup, Arnaud Montebourg, qui est un des pairs des primaires et de l'organisation des primaires, s'est tourné vers la CNIL de façon préventive. Non, mais attendez. Je ne confirme pas, je n'affirme pas. Je vous explique que j'ai pris connaissance de la déclaration de M. Montebourg, j'ai pris connaissance de la plainte de la personne, et la directrice des contrôles, ce midi même, m'a dit, j'ouvre le dossier, elle m'en reparle début de semaine prochaine. Donc, début de semaine prochaine, on pourra vous répondre. Affaire à suivre. Ça date de ce midi. Affaire à suivre. Le fait que les primaires aient été lancées et que Arnaud Montebourg ait potentiellement pu contacter la CNIL, ça date depuis des mois. Il y a 70 000 déclarations. Je ne sais pas, moi, s'il y a une déclaration de M. Montebourg sur les primaires. C'est pas la peine de vous énerver. Moi, je ne sais pas que vous ne savez pas. Je pose simplement la question. Mais non, mais il y en a peut-être une ou peut-être pas. Je ne sais pas. Très bien, vous ne savez pas. Je ne sais pas comment. Ben oui, je ne sais pas forcément. Alex Turc, question du même genre, mais dans un tout autre domaine qui concerne l'actualité. C'est une question envoyée par Jean Bay sur Twitter. La CNIL va-t-elle s'intéresser à la façon dont Renault a mis ses 3 escadres sous surveillance ? Alors, c'est un sujet, ça, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut élargir le sujet, mais c'est Renault le point de départ. Mais la question de, pas du fichage, pas du fliquage, mais de l'informatisation et de la surveillance des salariés dans les entreprises. Il est bien évident que s'il y a une surveillance de salariés qui est liée à l'utilisation des données personnelles, la CNIL ira voir ce qui se passe. C'est une évidence. Je veux dire, que ce soit Renault ou qui que ce soit, il n'y a jamais eu de différence sur ce point. Nous l'avons fait dans toutes les entreprises, collectivités locales et administrations où le problème se posait. J'espère que vous n'avez pas de doute là-dessus. Et il se pose de plus en plus ce problème, votre sentiment là-dessus, sans rentrer dans le détail. Sur la surveillance des salariés, ouais. Oui. Et bien souvent, elle se pose de manière collatérale. C'est-à-dire que l'objectif poursuivi par la société, par exemple, ça n'est pas de pister un salarié, mais on utilise le système qu'on met en place, par exemple, pour améliorer un circuit logistique, au passage pour pister le salarié. C'est une noble cause et sales outils. C'est le phénomène qu'on voit le plus souvent en ce moment et on suit ça de très près, effectivement. Est-ce que vous êtes candidat à votre succession ? À la présidentielle. À votre succession ? À la présidentielle, non ? À la présidentielle de la CNIL, puisque tout est présidentiel en France. Il y a des présidents partout. Honnêtement, je n'ai pas encore pris ma décision. Je verrai le moment venu. Je n'ai pas pris de décision là-dessus. Je ne sais pas. Puis, il faudrait que je sois réélu par mes collègues du Sénat à la CNIL et que mes collègues de la CNIL me réélisent, que je sois réélu au Sénat entre-temps. Voilà. Donc, il y a beaucoup Ça demande quelques déjeuners pour mettre tout le monde d'accord. Vous croyez que c'est si simple que ça ? Bah, je vous le souhaite, mais je pense pas, non. Comment ? Je vous le souhaite, mais je pense pas. La question est de savoir aussi si j'en ai envie. Ah, ça, c'est même la question de base. Parce qu'on n'a qu'une vie. C'était d'ailleurs la question de David, je pense. Voilà, vous avez envie. Et donc, je suis en réflexion. Vous êtes en réflexion. Bien, eh bien, on attend l'ouvrage que va publier la CNIL bientôt. Alors, il sort quand et son titre, c'est quoi ? Il sort début avril. Le titre n'est pas encore fixé, c'est en discussion. Il faut que ce soit... Ça le sera. Ça le sera. Alex Turc, président de la CNIL, merci d'avoir été notre invité pour cette émission musclée. On ne vous a pas laissé tranquille, mais vous avez répondu avec l'expérience du politique et clarté, et aussi l'expérience du politique. Pour retrouver cette émission, vous pouvez la retrouver sur Dailymotion demain, sur YouTube demain, sur Rue 89 demain, sur europe1.fr demain. Ça fait beaucoup, peut-être même, si ça se trouve, un de ces jours sur le site de la CNIL. Je blague. Voilà, alors j'ai une petite annonce. Vous allez faire l'adresse, ça n'a rien à voir avec la CNIL, Alex Turc, www.slateafrique.com, et vous découvrez un nouveau site internet de Slate. C'est quasiment un scoop, mais il vient d'ouvrir. Voilà, bravo à ces concepteurs. Alex Turc, encore merci. J'espère que vous ne raterez pas votre train. Merci à vous. Non, ça devrait aller. Merci, allez, à la semaine prochaine.